Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'actualité. Voici les principaux titres de ce journal. Premier sommet de l'AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger affichent leur union au sein de l'Alliance des États du Sahel créée il y a moins d'un an et qui manifeste ses ambitions souverainistes à travers notamment la volonté des chefs d'État de rendre pleinement effectif le projet de confédération. Le 5 juillet et les célébrations au Cap-Vert de la fête nationale. Dans son discours, le président de la République, José Maria Neves, a insisté sur les réalisations tout en soulignant les défis encore à relever. Puis manifestation des travailleurs à Maurice pour demander l'abrogation des avantages liés aux quotas sur l'emploi accordés à certaines sociétés étrangères. C'est la première rencontre du genre entre le colonel malien Assimi Goïta, le capitaine burkinabé Ibrahim Traoré et le général nigérien Abdourahmane Tiani. Un sommet de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, s'est tenu ce samedi à Niamey au Niger. La mise en place d'un nouveau cadre de coopération militaire et économique entre les États membres de l'organisation, le rapprochement avec la Russie, le projet de monnaie commune et de la Confédération ont été évoqués ces derniers mois par les présidents qui dirigent les transitions dans ces pays sous régime militaire. Plusieurs de ces sujets ont également été au menu des discussions ce samedi, comme celui de l'opérationnalisation de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Je vous propose d'écouter à ce propos le général Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie du Niger. Ça appartient aujourd'hui de faire la Confédération Alliance des États du Sahel, une alternative à tout regroupement régional factice en construisant une communauté souveraine des peuples, une communauté éloignée de la mainmise des puissances étrangères, une communauté de paix, de solidarité, de prospérité basée sur nos valeurs africaines. Les hauts fonctionnaires et les ministres des Affaires étrangères ayant finalisé et adopté le projet de traité, c'est avec un réel plaisir que je marque mon accord solennel à la création de la Confédération Alliance des États du Sahel. J'approuve également le projet de règlement intérieur du Collège des chefs d'État de la Confédération Alliance des États du Sahel. Le Niger, par ma voix, s'engage à œuvrer inlassablement à la bonne marche de notre confédération. Ce sommet a eu lieu la veille de celui de la CEDEAO qui se tient ce dimanche à Abuja au Nigeria. La CEDEAO, organisation ouest-africaine que le Niger, le Burkina Faso et le Mali ont quitté en septembre 2023, une institution jugée inféodée à l'Occident. Le 5 juillet 1975, les Cap-Verdiens accédaient à l'indépendance. Le pays a célébré ce vendredi le 49e anniversaire. L'occasion pour les acteurs politiques de l'archipel de faire le bilan de cette indépendance vis-à-vis du Portugal, avec un passage en revue de la situation politique, économique et sociale du pays, qui, bien qu'encore largement dépendant de l'extérieur, enregistre certaines avancées. C'est en tout cas ce que soutient le président de la République. Le point avec Chekomar Kamara. Lors d'une session solennelle du Congrès commémorant le 49e anniversaire de l'indépendance du Cap-Vert, le président José Maria Neves a dressé un bilan élogieux de la trajectoire du pays, soulignant les réalisations remarquables au cours des près de 50 dernières années. Le chef de l'État a souligné le 5 juillet 2024 des progrès significatifs dans des domaines tels que l'éducation et la santé. À cet égard, l'évolution de l'éducation et de la santé a été au cœur des priorités nationales de ces pays d'Afrique de l'Ouest, avec des réalisations remarquables. Je pense que ça valait le coup. Au cours de ces années, le Cap-Vert a fait un grand pas en avant. Il suffit de regarder l'évolution en matière d'éducation et de santé. Aujourd'hui, toutes nos femmes enceintes peuvent accoucher à l'hôpital.
La vaccination atteint 100% de nos enfants et nous avons pratiquement atteint les objectifs du millénaire pour le développement d'ici 2025. Le chef de l'État a également rappelé que le Cap-Vert a mérité le titre de pays à revenu intermédiaire et de démocratie qui fonctionne réellement, doté d'institutions solides et inclusives qui ont contribué au développement du pays. Le Cap-Vert a grandi d'un point de vue politique, d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue matériel. Nous avons pratiquement multiplié notre PIB par habitant par 50, de sorte que le Cap-Vert a fait un grand bond, et c'est important avec la contribution de tous les Cap-Verdiens. Pour rappel, l'indépendance du Cap-Vert, archipel d'Afrique de l'océan Atlantique, a lieu le 5 juillet 2075 avec la libération de la domination portugaise depuis le XVe siècle. Elle a fait suite à une lutte menée par le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC, à partir des années 1950. À l'aube de cette nouvelle année d'indépendance, le Cap-Vert se profile comme un exemple de réussite et de résilience en Afrique. La conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement a refermé ses portes ce vendredi au Congo-Brazzaville. Chefs d'État, ministres et experts des questions climatiques ont pris part à cette première édition, durant laquelle la réflexion s'est orientée sur la nécessité d'augmenter la superficie forestière pour lutter contre les changements climatiques. Les détails des principales conclusions de cette conférence dans ce reportage signé d'Eva Panzo. C'est par une séance de planting d'arbres dans la cour du Centre international de conférences de Kintélé que les chefs d'État et de délégation ont marqué leur empreinte à la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement ce vendredi 5 juillet 2024 à Brazzaville. Ces derniers ont, à l'issue des travaux à huis clos, adopté la déclaration résumant les travaux de cette conférence. Je lance cette fois encore un appel pressant à une mobilisation plus efficace pour qu'à la faveur des prochaines rencontres de la communauté internationale, notamment de la 79e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, soit portée d'une seule et même voix des avancées combien encourageantes enregistrées ici à Brazzaville. Les participants ont pris l'engagement d'institutionnaliser la conférence internationale sur la forestation et le reboisement à travers son organisation tous les 2 ans. Ils ont recommandé, entre autres, de soutenir le financement durable, innovant et d'intégrer les communautés locales et populations autochtones. Renforcer la participation des femmes, des jeunes, des personnes vivant avec handicap, des communautés locales et populations autochtones à l'action d'afforestation et de reboisement pour contribuer à l'amélioration du bien-être des dites populations et à la création d'emplois et de richesses. Par ailleurs, il a été recommandé la mise en place d'une distinction honorifique d'Amar pour gratifier un pays, une organisation ou une personnalité ayant œuvré de manière significative dans le cadre de la forestation, du reboisement et de la lutte contre la déforestation. Ainsi, du 2 au 5 juillet 2024, à Kintélé, les experts, les ministres, les représentants des institutions internationales, régionales et sous-régionales ont posé les bases d'une nouvelle ligne directrice en faveur de la restauration du couvert forestier de la planète. Depuis son lancement officiel en 2021, la zone de libre-échange continentale africaine est présentée comme devant permettre d'augmenter rapidement le commerce intra-africain, une hausse de plus de 50% d'ici 2025 selon les prévisions du Fonds monétaire international et d'autres institutions. Alors si ces perspectives très optimistes se concrétisent, le continent pourrait alors entrer dans une nouvelle conjoncture caractérisée par un élan plus positif sur l'ensemble de ses économies. Philippe Acquois. La zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, s'impose comme une plateforme de référence pour les investisseurs internationaux. En 2023, elle intègre 54 des 55 pays africains, représentant une population de 1,4 milliard de personnes et un PIB combiné de 3 500 milliards de dollars.
Selon la Banque mondiale, le commerce intra-africain pourrait augmenter de 52,3% d'ici 2025 grâce à la réduction des barrières tarifaires et non tarifaires. Les secteurs prometteurs incluent l'infrastructure, l'agro-industrie et les technologies de l'information et de la communication, attirant l'intérêt des investisseurs. Nous devons introduire des outils pour lutter contre les barrières non tarifaires, ce que nous avons fait à travers le mécanisme des barrières non tarifaires en ligne, ce que déclarent les entreprises en activité conformément aux règles lorsqu'elles sont confrontées à ces barrières non tarifaires, et nous encourageons les gouvernements à travailler ensemble pour résoudre les barrières non tarifaires. En 2022, les investissements directs étrangers en Afrique ont atteint 45 milliards de dollars en hausse par rapport aux 40 milliards de 2020, malgré la pandémie à Covid-19. La ZLECAf vise à attirer davantage d'IDE en créant un environnement plus prévisible et transparent. Par exemple, la suppression des droits de douane pourrait faire économiser 4 milliards de dollars aux entreprises africaines, encourageant ainsi les investissements et la croissance économique régionale. Nous sommes vraiment inspirés par ce que les entreprises africaines font entre elles et j'espère qu'il y aura une opportunité pour nous, les entreprises, de soutenir cela. Mais cela a été vraiment excitant de faire partie d'un événement où vous voyez toute l'innovation, le dynamisme de l'activité qui se déroule à travers l'Afrique et qui dissipe vraiment tous les mythes que les gens ont sur ce qu'est l'Afrique. Le marché d'aujourd'hui également comme l'avenir. Cette zone pourrait sortir 40 millions de personnes de la pauvreté extrême et augmenter les revenus de 70 millions de personnes vivant avec moins de 5,50 $ par jour d'ici 2035. Les infrastructures transfrontalières améliorées et une meilleure harmonisation des réglementations contribueraient à créer un environnement plus attractif pour les investisseurs internationaux, consolidant ainsi le rôle de la ZLECAf comme une plateforme incontournable pour les investissements, selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Une marche pacifique de travailleurs a eu lieu ce samedi à Port-Louis. Dans les rues de la capitale mauricienne, les protestataires sont venus dénoncer les avantages fiscaux offerts à des compagnies étrangères. Cette mobilisation a pris un caractère politique compte tenu de la situation économique liée au chômage sur cette île de l'océan Indien. Nathalie Mo. 12 revendications ont motivé l'organisation d'une marche pacifique à Port-Louis, la capitale de l'île Maurice, le 6 juillet 2024. À l'origine de cette manifestation, le syndicat General Workers Federation s'insurge contre l'ouverture du marché du travail aux étrangers, un projet de loi inscrit dans la loi de finances 2024-2025, actuellement en débat au Parlement mauricien. Nous nous demandons si le Premier ministre Pravin Jugnauth est resté coincé dans les années 1970. Il doit nous assurer à tous et surtout à la jeunesse mauricienne le droit de travailler. À ce stade, les jeunes sont prêts à éclater comme un volcan aux prochaines élections générales. Nous lui adressons 12 revendications, qu'il prenne du recul et tire au clair l'avenir du travailleur étranger. La mesure prévue par le gouvernement va lever le quota limitant l'emploi de travailleurs étrangers dans l'industrie manufacturière, la joaillerie, le port franc et l'économie numérique. Ce dernier secteur, selon l'opposition et la société civile mauricienne, pourrait recruter 100% d'employés étrangers d'ici 2025 avec des salaires passant de près de 1 000 $ à 500 $. Les manifestants dénoncent une volonté gouvernementale de violer les droits des travailleurs. Qui fait à peu près 100%. Accorder aux travailleurs et entreprises étrangères d'occuper 100% du secteur de l'économie numérique est un véritable scandale. Le gouvernement offre des incitations et débouchés à des entreprises à condition de recruter 100% de travailleurs étrangers. À Maurice, 30 000 jeunes âgés de 16 à 24 ans, soit 50% de femmes et 36% d'hommes, sont à la recherche d'un emploi. 7 500 jeunes mauriciens qui sont au chômage ont fait des études universitaires, tandis que 71% des chômeurs ont une expérience professionnelle active. En début d'année 2024, le Premier ministre Pravin Jugnauth a annoncé de nouvelles opportunités professionnelles pour 15 000 jeunes travailleurs à l'horizon 2027. Deuxième victoire pour l'Érythréen Binyam Girmay qui a
remporté ce samedi à Colombey les 2 églises, sa 2e victoire sur le Tour de France. Il s'est imposé au sprint devant le Belge Jasper Philipsen au terme de la 8e étape du Tour de France. Binyam Girmay conforte ainsi son maillot vert 5 jours après la première étape à Turin. Ce 6 juillet était la 4e journée dédiée aux sprinteurs depuis le départ du Tour. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'actualité continue.